Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui dans cette vidéo haute valeur en marchand, vous voyez c'est le en marchand, c'est le capitaine qui dit en marchand et vous vous dites c'est des vidéos haute valeur parce qu'on apprend toujours quelque chose. Alors pourquoi vous apprenez toujours quelque chose? Parce que je me fais fort sur les 7000 vidéos, je crois, ou 8000 qu'il y a aujourd'hui, de vous apprendre toujours quelque chose de différent, d'avoir des thèmes nouveaux. Moi ça me motive, ça m'aère l'esprit. Vous savez que je suis un chercheur, un créatif. Et tous les jours, je vous enregistre des formations, vous en avez une qui sort par semaine. Vous me dites, capitaine, pourquoi vous sortez encore des formations, il y en a presque 300 au catalogue, on en a plus qu'il en faut, parce que moi, je suis un chercheur en permanence, j'essaie de trouver des nouvelles idées pour vous, parce qu'aussi, vous avez besoin, une crise de couple, parfois c'est un peu longuette, hein, donc il faut que vous ayez, vous aussi, des bons moments pour apprendre des choses, pour que vous puissiez toujours être au top, que vous ayez de la nouveauté. Alors vous savez, toute la journée, je vous mets des vidéos courtes aussi avec des faits d'actualité pour avoir, qu'on appelle ça, des sujets de badinage. Je vous fais des lives dans la semaine, donc tout ça, parce que moi ça m'aère l'esprit et vous aussi, vous apprenez des choses. Et si vous voulez passer en phase 4 de votre couple, il faut que vous preniez toujours dans votre tête à avoir cette idée. Qu'est-ce que je fais, capitaine? Eh bien, j'apprends des choses nouvelles, parce que quand vous serez en phase 4, il faudra avoir des choses à raconter à votre conjoint, parce qu'il faudra tous les jours alimenter la machine, et vous verrez que votre conjoint vous le rendra bien, d'abord parce que votre conjoint sera accro à vous, et ça c'est déjà énorme. Et puis vous aurez des amis, parce que vous aurez des choses à raconter, vous aurez des surprises à faire, vous aurez un état d'esprit incroyable, et tout ça va faire que finalement tout va changer. Donc tous les jours vous avez sur cette vidéo du matin que vous appelez haute valeur des nouveautés. Aujourd'hui on va parler quelque chose dont je vous avais vraiment jamais parlé, de l'apathie, de l'anxiété. Alors je vais vous donner un petit secret quand même, comment je fais pour avoir toujours des nouvelles idées et vous dire des trucs où je suis sûr que dans les 7000 vidéos précédentes, j'en ai pas parlé. C'est parce que je suis un fan de recherche en neurosciences. Vous savez que c'est ma passion, c'est mon métier. C'est grâce aux neurosciences notamment que vous arrivez à avoir d'aussi bons résultats. Et donc tous les jours pratiquement, il y a des thèses qui sortent, il y a des nouveautés. Et finalement, ça m'inspire d'avoir un truc qui a été trouvé par un jeune chercheur, ou par un chercheur plus ancien, qui a mis peut-être 7-8 ans à bosser dessus, et que je viens relier à ce que je vous ai un peu dit, à la méthode, parce qu'effectivement, remarquez, peut-être un jour, ça arrivera, qu'il y aurait une recherche en neurosciences qui vienne contredire tout ce qu'on a dit ensemble depuis 1999. Si un jour ça arrive et qu'il y a quelque chose d'encore plus puissant, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, je serai ravi, parce que immédiatement je vous en parlerai, et ça vous permettra d'avancer. Tous les jours on apprend des petites choses nouvelles, qui vous permettent de vous perfectionner, d'apprendre. Et aujourd'hui il y a une recherche intéressante dont je vais vous parler sur le fonctionnement de l'apathie et de l'anxiété. Parce que l'empathie et l'anxiété, ce sont deux caractéristiques que je retrouve chez vous en coaching. Et en coaching, vous me racontez aussi souvent que c'est chez votre conjoint. Alors c'est vrai que pendant une crise de couple, pendant une crise existentielle notamment, on a beaucoup d'anxiété, mais aussi votre conjoint va avoir de l'apathie, mais vous aussi. Donc l'apathie, c'est quand on n'a plus envie de rien faire, quand on est crevé, etc. Donc pour votre conjoint, ce sera plutôt vers la fin de la crise, quand votre conjoint sera brûlé au cortisol, comme on dit, c'est-à-dire qu'à force de faire des bêtises, il se sera cramé. Et puis au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous aussi faire en sorte que cette anxiété qui vous a fait souffrir au début, mais qui a fait aussi souffrir votre conjoint, cette apathie, cette anxiété qui fait souffrir votre couple, évidemment, vous l'avez compris, votre conjoint qui est d'abord anxieux au début de sa crise, et qui veut du coup tout casser, aller voir pansement, diminuer sa souffrance, etc. Et cette anxiété qui va se transformer plus tard en apathie. À la fin de la relation, votre conjoint sera complètement épuisé, évidemment. Et puis au début, vous êtes un peu dans l'apathie. Au contraire, c'est-à-dire que face à la bombe, le je t'aime plus, je reviendrai pas, vous êtes KO sur place, vous êtes fouisé comme on dit, vous êtes redevenu complètement needy. Quand vous arrivez sur la chaîne YouTube, souvent en tant que nouveau pirate, vous êtes apathique, ou alors très en colère. Et puis vous avez de l'anxiété. Et si mon conjoint ne revenait pas, et si moi il était différent, et si ça marchait avec pansement, nanana. Bon, oui, évidemment, si vous ne faites pas ce qu'il faut, on avait un pirate l'autre jour dans le live qui disait que son conjoint s'était installé avec son pansement.
mais on s'est aperçu qu'il y avait plein d'interdits que continue à faire le pirate, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Notamment, il avait dit à son conjoint qu'il acceptait de divorcer par consentement mutuel, et puis en fait il voulait pas, donc il n'osait pas le dire à son conjoint. Et son conjoint il dit mais tu t'as accepté, maintenant pourquoi tu dis non, moi j'ai besoin de papier, je me suis engagé. Et donc finalement sa souffrance faisait que son apathie faisait que la personne s'éloignait de plus en plus. Pendant cette crise, donc tour à tour, vous et votre conjoint, vous allez avoir de l'empathie, de l'anxiété. Et cette empathie, cette anxiété vont avoir finalement une forte incidence sur les prises de décision notamment. Donc l'anxiété et la perception de la volatilité. Donc quand votre conjoint au début de sa crise est anxieux, il va vouloir beaucoup bouger, vouloir aller vers son pansement, faire en sorte que le couple se sépare pour avoir beaucoup de mouvements. Quand votre conjoint est anxieux, eh bien, il a tendance à percevoir l'environnement incertain comme étant hautement volatile. Donc cette volatilité se réfère à la vitesse et la fréquence de changement dans les règles sous-jacentes qui vont gouverner la situation, c'est-à-dire que traduit dans le contexte de cette crise de couple, vous allez voir que votre conjoint qui est anxieux peut percevoir la relation elle-même, les intentions de vous, du pirate, ou les règles des interactions comme étant en constante fluctuation, instable et imprévisible. Et ça fait peur à votre conjoint qui ne sait plus où l'année, qui ne sait plus quoi faire. De notre côté, au début de la crise, vous aussi, vous avez très peur, c'est normal. Donc vous êtes aussi dans une forme d'anxiété qui est là et qui est présente. Évidemment, cette perspective de forte volatilité va déclencher au niveau comportemental une augmentation de l'exploration. C'est pour ça qu'on appelle la phase suivante, après la phase de sécurisation, la phase d'exploration. Face à cette volatilité, votre conjoint va vouloir explorer des choses différentes. C'est-à-dire que votre conjoint va chercher activement de l'information, il va tester ses limites, il va essayer différentes stratégies avec un pansement, à être gentil, à vous provoquer, à partir, à revenir. Il va finalement, de façon frénétique, tenter de comprendre, de contrôler un environnement qui est perçu pour lui comme dangereux et changeant. Peut-être que suite à la nuit, et face à une crise existentielle, votre conjoint a l'impression de se fatiguer, eh bien votre conjoint va se dire finalement aïe aïe aïe, il vaut mieux que j'ai une volatilité, il vaut mieux que ça bouge, et puis j'ai pansement qui est là, qui est présent, qui peut être une forme de planche de salut. Surtout que vous au début effectivement vous faites pas mal d'interdits, d'erreurs, vous mettez de la pression. Et ça, face à la volatilité de pansement de votre conjoint, ça le pousse vers pansement. Dites-vous bien qu'au début de la crise, pendant la phase d'alarme, votre conjoint est très volatile. C'est là où il y a risque de départ. C'est là où il y a risque de conflit. Donc à partir du moment où vous aurez géré cette phase qui dure malheureusement assez longtemps, si c'est 8 mois parfois, eh bien vous pourrez, vous serez sauvé. Après vous passerez dans la phase de plateau qui est un peu longue, mais ce sera déjà mieux. Donc à l'inverse, vous avez souvent un manque d'intérêt, de motivation, d'enthousiasme qui est lié au désespoir et à l'épuisement de la situation. Quand votre conjoint vous a mis un grand coup de massue derrière la tête, eh bien on est sonné. Et plus tard, au moment de la phase de grande fatigue, d'épuisement de votre conjoint, c'est votre conjoint qui sera apathie. Donc qu'est-ce que c'est l'apathie finalement? Eh bien ce sera toujours une incertitude. Dans l'apathie, c'est-à-dire dans la phase de grand épuisement, votre conjoint ne sait pas s'il doit revenir avec vous, si c'est maintenant, si c'est un peu plus tard, s'il doit revenir avec pansement, donc il est perdu, c'est pour ça qu'il est apathique. Et cette donnée se traduit chez votre conjoint par le sentiment que finalement tout ce qu'il a fait ça servait à rien, que pansement était aléatoire et que l'issue de la relation avec pansement est hors de contrôle quoi qu'il arrive. Et donc finalement tout ça va chez votre conjoint réduire de façon significative le comportement d'exploration. C'est là où votre conjoint va commencer à cesser de s'investir dans la relation avec pansement. Il va chercher des solutions plus vers vous et tenter de nouvelles approches peut-être plus douces vis-à-vis de vous, c'est le rapprochement, et évidemment tout ça va faire que votre conjoint se sente de plus en plus impuissant, et c'est pour ça que votre conjoint va petit à petit s'écrouler, et cet écroulement que va ressentir votre conjoint, eh bien vous allez en profiter. Donc finalement, dans l'étude dont je vous parle,
on explique que la manière dont l'émotion va biaiser l'interprétation de la nature de l'incertitude va être entre la volatilité et la stochasticité, comme on dit, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, votre conjoint veut partir, veut faire tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est à son pouvoir pour partir, et ensuite, plus tard, quand il aura vu le changement et que l'incertitude sera du côté de pansement, et bien c'est là que votre conjoint va se coller à vous après une étape quand même d'hésitation. Donc les décisions de votre conjoint pendant la période de volatilité, pendant la période d'anxiété, évidemment sont terribles. Vous êtes lourd en plus, vous dites est-ce que tu m'aimes encore, est-ce que tu vas revenir, qu'est-ce que tu veux dire par là, etc. Donc finalement vous allez chercher beaucoup de réassurance, vous allez surinterpréter les faits, les gestes de votre partenaire, vous allez critiquer votre conjoint par rapport éventuellement à un pansement, une infidélité, vous pensez que parce que vous êtes tombé sur un mauvais coach qui vous a dit qu'il y avait du désamour, malheureusement il y a encore des mauvais coachs qui vous expliquent qu'après 5, 10, 15 ans il peut y avoir du désamour. Non, ça c'est juste le désamour à la fin de l'amour, hein, c'est-à-dire à la fin de la phase de lune de miel. Après il y a l'attachement qui lui ne part pas, il peut être parfois un peu caché, hein, sous la souffrance. Et bien qu'est-ce qui se passe, c'est que vous avez un besoin de contrôle accru, des réactions impulsives, des ultimatums, des menaces de rupture, des explorations pour manipuler votre conjoint, les silences radio, etc. Et votre conjoint finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'éloigner puisque toute cette énergie de contrôle va aller à l'opposé de la volatilité que veut votre conjoint, c'est-à-dire du besoin de légèreté, et ça crée des ennuis. Donc si vous êtes un bébé pirate et que vous arrivez, si vous avez que quelques jours ou quelques semaines de crise, eh bien c'est normal que votre conjoint vous dise qu'il vous aime plus, surtout parfois vous le saoulez un petit peu en lui disant tu m'aimes ou tu m'aimes plus. C'est un peu lourd pour le conjoint. Donc pendant toute cette phase de volatilité, vous êtes dans l'hypervigilance, hein, chaque fluctuation, chaque ambiguïté va montrer que finalement vous pensez que votre conjoint veut se séparer définitivement, donc vous essayez de contrôler cette volatilité, et là évidemment ça ne va pas fonctionner. En revanche, plus tard, quand votre conjoint sera dans l'apathie, hein, dans la perception de stochasticité comme on dit, eh bien là il y aura un retrait émotionnel, physique, une communication qui va être beaucoup plus apaisé avec votre conjoint, mais votre conjoint sera beaucoup plus fatigué, hein, il dormira beaucoup, il passera du temps dans le canapé et il est cramé un peu, c'est un peu comme s'il était en burn-out. Alors c'est pas un burn-out, hein, un burn-out c'est 6 mois couché sur le canapé, c'est une vraie maladie. Il n'y en a pas tant que ça de burn-out. Les psychiatres sont désespérés parce que les psys de quartier ou les coachs que vous voyez sur internet parlent de burn-out comme on parlerait de je sais pas quoi. C'est une maladie grave où on est plusieurs mois couché sur le canapé où on ne peut rien faire. Quand vous me dites mon conjoint a été diagnostiqué en burn-out et il sort tous les soirs, non, c'est qu'il est juste en crise existentielle. Un burn-out, on ne peut pas sortir tous les soirs. Les psychiatres se sont furax quand les personnes sont mal diagnostiquées. Alors c'est pas souvent les médecins de famille, hein, qui font ça, c'est plutôt des pseudo-diagnostics du thérapeute du coin qui a lu 2 bouquins là-dessus et qui fait du mal. Donc le cerveau est émoussé par la déception, par l'épuisement de votre conjoint, et il interprète finalement votre conjoint l'absence de résultats positifs malgré tout ce qu'il s'est imaginé. Ça va être génial, pansement il est au top, pansement ci, pansement là. Eh bien non, pansement il a déçu évidemment, et donc finalement l'issue de la relation avec pansement notamment, eh bien c'est un gaspillage d'énergie, et finalement l'individu abandonne parce que, comme on dirait un jardinier qui abandonnerait parce que la météo est trop imprévisible, et laisserait son jardin à l'abandon, ce qui se passe entre pansement et criseux, où il y en a un des deux qui abandonne l'autre. Voilà, donc la dynamique infernale finalement d'anxiété et d'apathie fait que votre conjoint finalement va revenir vers vous, à condition bien sûr que vous, au moment de l'apathie, vous ayez changé, hein, que votre période d'anxiété aussi au départ, où vous avez tout essayé, vous essayez de contrôler, etc., n'ait pas été trop forte, et en tout cas, même si elle était forte, ça peut arriver, et bien que vous puissiez changer les choses et que vous puissiez montrer à votre conjoint que vous avez changé.
Donc les états coexistent parfois chez votre conjoint. C'est un peu comme quand l'océan et la Méditerranée à Gibraltar se mélangent. Pendant un moment, c'est un petit fouillis. Et pendant un moment, votre conjoint, c'est les tops et les downs, a un mélange de volatilité et de stochastique. C'est-à-dire que parfois il est apathique, hein, et parfois il est anxieux, il veut partir et vous pensez que cette fois c'était fini, qu'il était revenu, puis tout d'un coup il ne sait plus où il en est, etc. Donc ça vous perturbe véritablement, hein. Donc finalement le partenaire va être anxieux dans sa phase d'exploration, qui le surmerge évidemment, et la perception de la volatilité et plus la perception de la stochasticité, hein, l'interaction finalement, vont créer une boucle de rétroaction négative dévastatrice dans le couple, et vous ne comprenez plus rien. Enfin si, vous comprenez parce que vous êtes un pirate, mais sinon c'est très difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui préfèrent se séparer et qui ne sont pas les pirates évidemment. Dans la phase de traversée du désert, quand vous en avez marre, c'est souvent quand c'est un peu entre la fluctuation entre les deux, où votre conjoint va d'un moment à l'autre, du côté stochastique ou du côté volatile. Et là, c'est vraiment très pénible à vivre. Mais vous, grâce à cette vidéo, vous saurez que c'est normal. Pendant une crise de couple, une crise existentielle, on vit ça. Donc vous, sortez, attention de ne pas être trop dans la volatilité. Hein, parce que quand vous en avez marre au moment de la traversée du désert, vous pouvez aussi être dans la volatilité à votre tour et dire « Oh, j'en ai marre maintenant, j'en veux tout péter, je vais me trouver un pansement moi aussi ». Et on a des messages comme ça, des pirates que l'on recadre immédiatement parce qu'ils sont en souffrance de dire ça, parce que c'est dur ces périodes-là. Voilà, donc vous avez appris encore une fois quelque chose ce matin: volatilité, stochasticité, l'alternance des deux, le mélange des deux parfois. Vous qui pouvez tomber là-dedans, vous pouvez tomber aussi dans l'apathie, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous ne savez plus quoi faire, vous n'osez plus téléphoner à votre conjoint, vous n'avez plus d'idée à quoi lui dire. Donc voilà, vous pouvez aussi traverser ça. Donc mettez-vous bien dans la tête, comment est mon conjoint, est-ce qu'il est apathique ou stochastique, est-ce que moi, où j'en suis aussi, et puis vous devez être dans un équilibre, effectivement, dans un début de fonctionnement de phase 4, et tout ça va vous permettre de revenir avec votre conjoint. Voilà, c'était encore une vidéo de haute valeur, comme vous dites, vous avez appris des choses. Cette étude sur l'apathie, sur l'anxiété, elle est toute récente, elle est sortie la semaine dernière. Malheureusement, j'ai oublié dans mes notes, j'ai pas noté les auteurs, mais ça c'est pas bien, Bruno, tu aurais dû citer les auteurs. Enfin, en réalité, nous on n'est pas des chercheurs, donc on s'en fout. L'autre jour il y avait quelqu'un qui me disait: vous avez cité un passage d'Aristote, lequel est-ce? J'ai dit: oui, mon professeur. Non, ici on n'est pas à l'école, on n'est pas à la fac. À la fac on nous demandait de citer nos sources, etc. D'habitude j'essaye de le faire, mais là j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Voilà. Le tout c'est que vous puissiez retrouver votre sérénité, que vous ayez compris, c'est que ces notions d'anxiété, ces notions d'apathie, de stochastique, ces notions de volatilité, c'était important que je vous l'apprenne aujourd'hui. Vous pouvez écouter et réécouter cette vidéo, l'apprécier et ensuite vous la pluguer avec les formations que vous faites. On pourra en reparler dans un coaching. Donc les 280 formations, les 300 formations, je ne sais plus combien il y en a, 280 je crois. Les six types de coaching, vous les retrouvez en descriptif de cette vidéo, dans le fichier plus, un seul lien, et ça vous donne même droit à une formation gratuite, le best-of, et aussi le canal Telegram et le groupe Facebook des pirates, où vous vous retrouvez pour vous aider à mettre en application les coachings et les formations, faire les challenges, enfin bref, retrouver votre couple, passer en phase 4. C'est ce que je vous aide à faire depuis 1999. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Merci pour ce que vous êtes, on ne lâche rien.